Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence intitulée « L'accès à l'énergie à Madagascar, enjeux et défis ». Je me nomme Ainara Koutouarsou, je suis présidente d'Avaï. Je serai la modératrice de notre conférence aujourd'hui. Alors tout d'abord, un grand merci au nom de l'équipe Avaï, aux intervenants, d'avoir accepté notre invitation. Il s'agit, comme vous le verrez, d'acteurs clés du secteur de l'énergie à Madagascar. Malgré leur emploi du temps chargé, ils ont accepté de venir partager leur vision des enjeux, des défis de l'accès à l'énergie à Madagascar. Nous espérons que vous trouverez ces échanges intéressants, qui permettront au moins de mieux comprendre ces enjeux, voire d'inspirer sur des manières de contribuer, directement ou indirectement, aux efforts pour atteindre à Madagascar l'objectif de l'accès pour tous à une énergie fiable, durable et à un coût abordable. Donc, cette conférence durera à peu près 1h30, sera divisée en deux parties. Une première sur 1 heure de présentation pendant laquelle les intervenants aborderont différentes thématiques sur un format de questions-réponses. Donc, les thématiques vont aller de l'évolution de l'accès à l'électricité, les alternatives durables pour l'énergie de cuisson, ou encore la politique énergétique, dont l'objectif de mix énergétique global du pays et la place des énergies renouvelables. Ensuite, il y aura une séance vraiment dédiée aux questions-réponses entre les participants et les panélistes. N'hésitez pas donc à poser vos questions au fur et à mesure dans la section Q&A. Nous proposons donc de commencer par une présentation de chaque intervenant. Pour ma part, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Avaï est d'une part un cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable et d'autre part une ONG qui sensibilise sur les thèmes liés. Nous collaborons avec diverses organisations, tant du secteur privé, comme des investisseurs, des entreprises, notamment Impact, du secteur public, l'aide au développement ou le milieu associatif. Sur la partie ONG, notre objectif est de participer à la sensibilisation et l'éducation au développement durable. Pour cela, on partage des analyses d'experts, les nôtres également, on contribue aux échanges et on recueille et on partage l'avis du grand public, notamment en particulier la jeunesse. Concrètement, nos actions de sensibilisation vont être le partage de contenus médias qui visent à vulgariser les sujets liés au développement durable, l'organisation de concours, l'organisation de conférences. Et c'est dans ce cadre, vu l'importance du thème de l'énergie, de l'accès à l'énergie, que nous organisons aujourd'hui cette conférence. Je vais maintenant inviter chaque intervenant à présenter en quelques mots l'organisation qu'il représente. Donc, commençons d'abord par Madame Dine Razaf-Machac. Je vous laisse la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Est-ce que vous entendez? Oui, bon? Oui, on vous entend bien. Parfait. Parfait. Donc, Dina Nzaraniene Razaf-Machac, je suis directeur de l'émergence énergétique au sein du ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Donc, tout le monde sait, le ministère est en charge donc, de la tutelle du secteur de l'énergie qui comprend l'électricité, l'énergie domestique de cuisson et l'hydrocarbure. Merci et puis bonne conférence à tous. Merci. Je passe la parole maintenant à Monsieur Rakoutoirman Anamamsou. Bonjour à tous, je suis Rakoutoirman Anamamsou, secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'électrification rurale. Donc, comme son nom l'indique, notre mission c'est de développer ou piloter le programme national d'électrification rurale. Nous, c'est une agence d'exécution de la politique du gouvernement en termes de l'électrification rurale. C'est un établissement public à caractère administratif. Voilà juste un petit mot pour l'ADER. Merci beaucoup. Et je passe enfin la parole à Monsieur Rémi Hubert. Bien, bonjour à tous. Je suis le directeur général de la CGHV, la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Voulbé, située à peu près à une trentaine de kilomètres de Tamatave. L'objet de la CGHV, c'est, dans le cadre institutionnel de la loi partenariat public-privé, de développer, construire
et exploiter la centrale hydroélectrique de Voulbé pendant la durée de la concession et remettre à la fin de cette concession l'outil industriel en parfait état de marche au service de l'État. Très clair, merci beaucoup. Pour introduire la première partie, on va aborder différentes thématiques. Quelques chiffres. Au niveau mondial, 9 personnes sur 10 ont accès à l'électricité. C'est un chiffre qui étonne beaucoup à Madagascar. On ne se rend pas compte en fait que la plupart des gens ont accès à l'électricité au niveau mondial. Et cette réalité, effectivement, cache des disparités importantes, car plus de 750 millions de personnes n'y ont toujours pas accès, et 75 d'entre elles se trouvent en Afrique subsaharienne. Madagascar fait partie des pays les plus en retard en termes d'accès à l'électricité. 27% seulement de sa population y a accès, ce qui laisse près de 20 millions de personnes en dehors de cet accès. Et ces personnes étant majoritairement dans les zones rurales, comme on l'abordera tout à l'heure. Le pays fait aussi face à de grands défis par rapport à l'énergie propre. D'un côté, la population utilise toujours à plus de 90% le charbon ou le bois de chauffe pour la cuisson, et de l'autre côté, l'électricité qui provient à 70% de sources thermiques, et donc non renouvelables. Nous allons donc développer en détail tous ces enjeux et découvrir comment, dans la pratique, les acteurs ici présents s'attaquent aux défis auxquels Madagascar fait face. Donc pour la première thématique, nous allons faire le point sur l'accès à l'électricité à Madagascar, donc comprendre la stratégie au niveau national et les grands projets. Donc je me tourne vers vous, Madame Dean. En tant que représentant du ministère, est-ce que vous pouvez nous parler de la politique de l'État pour l'énergie, nous présenter un petit peu les projets en cours, les stratégies pour remédier au faible taux d'accès à l'électricité et peut-être les axes prioritaires et un bilan intermédiaire du gouvernement? Merci. Effectivement, merci. Donc, oui. La politique de l'État, donc du côté de l'énergie, c'est d'augmenter l'accès d'ici 2023 à 50% et en 2030 à 70%. Encore faut-il doubler la capacité, du moins pour atteindre les 50% d'accès. Actuellement, donc, on est aux alentours de 400 mégawatts disponibles, qu'il faut donc ramener à 800 mégawatts. Le mix énergétique, c'est-à-dire la part de l'énergie renouvelable par rapport à l'énergie fossile que nous utilisons actuellement, doit aller vers les 85%, si actuellement on est dans les 50% renouvelables. Donc, grosso modo, ce sont les objectifs généraux que le gouvernement travaille de concert donc avec le privé, représenté ici donc par la CGHP, l'agence de développement, agence d'exécution. Il y a l'ADER qui s'occupe de l'électrification rurale et il y a la GIRAMA qui est une société d'État qui s'occupe de l'électrification en ville. Donc, grosso modo, c'était ça. Est-ce que vous pouvez passer au slide suivant pour que je ramène la deuxième question? En tout cas, je dois ouvrir le lien ici. Donc, le comment y arriver, il faut augmenter d'abord l'offre parce qu'actuellement, on sait tous que ça fait un manque vraiment criant, tout le monde le sait. Et puis, après la production, il faut donc les ramener aux utilisateurs. C'est ça l'idée du transport et de la distribution d'énergie. Il faut aussi que il faut que le tarif soit acceptable, mais en même temps, donc, que ce tarif ramène les investisseurs à leur coût et puis puisse faire du business comme c'est du business aussi avec le secteur privé, c'est connu. Donc, en attendant, il faut bien gérer les ressources existantes. Donc, c'est pour ça l'idée de l'efficacité énergétique, réduire les pertes
quand même aussi offrir des services de meilleure qualité. Transversalement, il y a le cadre juridique, la bonne gouvernance et la transparence qui devraient donc intervenir et puis qui sont tous à maintenir et aussi à respecter pour atteindre les objectifs. Donc, ouais, c'est ça. Je Merci. laisse la parole de toi. Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, on retient l'objectif très ambitieux d'augmenter l'accès qui est aujourd'hui d'environ, en tout cas à moins de 30% et le passer en moins de 10 ans à 70%, de doubler la capacité de production au niveau du pays, passer de 400 à 800 gigawatts. Je me tourne vers l'ADER. L'électrification rurale étant clé dans l'amélioration de l'accès à l'énergie globale, pouvez-vous nous présenter les axes stratégiques de l'ADER depuis sa création en 2002? Quels objectifs ciblez-vous et quel est votre bilan aujourd'hui? Merci, Madame Aïna, de me donner la parole. Je ne sais pas si j'ai encore quelques mots à dire, mais Madame Dina a tout dit. Hein? Mais quand même, je vais m'attarder sur l'électrification rurale. Au fait, quand on regarde les objectifs de 2023, par exemple, donc on va atteindre au moins 25% de taux d'accès en milieu rural. Donc, c'est équivalent à 5,9 millions d'habitants à servir en électricité. Or, en fin 2020, il n'y a que 2,9 millions d'habitants desservis en électricité dans le milieu rural, c'est-à-dire ça correspond à 80% de la population rurale et avec un taux d'accroissement de 3,1%. Donc, c'est encore loin des objectifs qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante là? Donc, pour remédier à cette situation, quelles sont les stratégies, quels sont les approches que nous avons engagées pour accélérer un peu l'électrification rurale? Donc, il y a 3 points que nous avons retenus. On va développer des projets à une échelle très importante, c'est-à-dire à l'échelle régionale, basés sur les plans directeurs qu'on a développés depuis 2010. Donc, ça concerne les 23 régions de Madagascar et on essaie de desservir en électricité la plupart de la population parce que notre thème, c'est énergie pour tous. Soit les 63% seront raccordés au mini-réseau, ce qui est déjà en cours et en bonne voie, et le reste à partir des systèmes individuels qui sont actuellement en vogue. Deuxième point, stratégie, c'est de développer plus les énergies renouvelables qui sont disponibles localement. Mais on met en priorité l'hydroélectricité et le solaire. Il y a beaucoup de projets qui sont développés actuellement en utilisant ces technologies. Et en troisième point, parce que ce n'est pas la Dzirama seule qui veut électrifier tout Madagascar, donc on a recours au secteur privé pour appuyer l'État à desservir le monde rural en électricité. Voilà en quelque sorte les 3 stratégies que nous adoptons actuellement pour accélérer l'électrification rurale. Merci. Très clair, merci beaucoup. On retient effectivement qu'il y a un effort très important à faire au niveau de l'électrification rurale, que l'ambition est très forte et qu'effectivement, vous avez en tout cas une stratégie claire pour y arriver et vous me semblez confiant effectivement en disant qu'on est sur la bonne voie. Je me tourne vers la CGHV. Voulbé est un projet de grande envergure qui sera un atout majeur dans l'amélioration du taux d'accès à l'électricité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les impacts et objectifs du projet? Bien sûr. Donc, je vous propose de passer la slide qui présente l'écran chiffre du projet.
Comme je l'ai indiqué quand j'ai pris la parole tout à l'heure, le projet de Voulbé et la CGHV s'inscrit dans un cadre réglementaire très précis qui est le partenariat public-privé. C'est-à-dire que la CGHV a en charge de développer le projet à la place de l'État, en toute transparence, et au bénéfice de la population, au bénéfice des entreprises du pays et au bénéfice du pays d'une manière générale. Donc le point essentiel, c'est de bien avoir en tête que même si c'est le privé qui s'occupe de développer ce projet-là, il est fait dans un cadre très précis, c'est-à-dire que ce n'est pas un privé qui vend des madeleines ou des cacahuètes, c'est le privé qui travaille en partenariat avec l'État dans un cadre de transparence et qui apporte ses compétences, qui apporte ses capitaux pour pouvoir développer des projets complexes, des projets de développement durable qui vont s'inscrire dans la durée, puisqu'un aménagement hydroélectrique d'envergure, il n'est pas là pour 20 ans ou 30 ans, il est là pour 100 ans, pour 150 ans pour le pays, et qu'il est donc important d'apporter cette couche de développement durable au projet. Alors, bien sûr, un grand projet hydroélectrique, et Dina l'a dit tout à l'heure, hein, l'État a plusieurs grands projets pour atteindre la cible affichée des 800 MW de puissance installée dans le pays. Voulbé, bien sûr, fait partie de cette stratégie d'État. Et donc, c'est, dans un premier temps, augmenter la puissance installée et l'énergie que l'aménagement hydroélectrique de Voulbé va pouvoir déverser sur le réseau. Bien sûr, cette énergie va devoir être dispatchée ensuite au plus près des consommateurs. Et quand je parle de consommateurs, parce que quand on parle d'accès à l'électricité, on pense bien sûr tout de suite au foyer, et c'est bien normal. Mais il faut aussi penser aux industriels, parce que pour développer le pays, il faut bien sûr permettre aux foyers d'avoir accès à cette source d'énergie, mais il faut aussi permettre aux industriels d'avoir une énergie compétitive, fiable et en quantité. Et c'est bien les deux objectifs que Voulbé va concourir pour atteindre les objectifs du gouvernement. Et puis, dans ce cadre-là, à la fois parce que c'est une énergie renouvelable, mais parce que c'est une énergie compétitive, elle va permettre globalement à la Djirama d'avoir un mix énergétique et une énergie de qualité, de quantité et bien moins chère que ce qu'elle produit aujourd'hui au travers des énergies fossiles. Donc, pour donner quelques ordres de grandeur, l'aménagement hydroélectrique de Voulbé va permettre de produire 750 gigawattheures par an. 750 gigawattheures par an, pour les néophytes, ça correspond à peu près à la moitié de ce qui est consommé aujourd'hui à Madagascar, sur l'ensemble de Madagascar. Donc aujourd'hui, l'ensemble de Madagascar consomme 1600-1700 gigawattheures par an. Voulbé va permettre d'apporter la moitié de cette énergie. Et donc, en ce sens-là, va permettre, l'accroissement de la consommation et l'accès justement à cette énergie par quantité de foyers aujourd'hui. Et deuxièmement, cette quantité d'énergie va pouvoir, pour partie, effacer la production qui aujourd'hui est faite avec du fioul lourd ou d'autres carburants. Si on peut passer à la slide suivante. Ça, c'est un peu la même. Enfin, tout du moins sur mon écran, c'est la même. Donc, Voulbé va finalement contribuer aux objectifs du gouvernement au travers d'impacts multisectoriels. Bien sûr, sur le social et sur le communautaire, en apportant pendant la construction et pendant l'exploitation de la centrale des plans d'accompagnement au niveau local, des communes impactées par le projet. Je rappelle, le projet de Voulbé, situé à peu près une trentaine de kilomètres de Tamatave, et va impacter une zone géographique de près de 30 000 personnes. Alors, ce n'est pas 30 000 personnes qui sont impactées directement par le projet, mais la zone géographique du projet concerne environ 30 000 personnes. Donc, il va y avoir des plans
d'accompagnement dans les domaines sociaux et dans les domaines environnementaux pour permettre l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. D'un point de vue économique, bien sûr qu'à la fois pendant la phase de travaux, le projet va associer au maximum les compétences locales pour permettre de développer les compétences et l'économie locale au travers de l'activité générée par le chantier. Mais, et c'est là tout l'intérêt d'un aménagement hydroélectrique, va permettre, une fois la mise en service de cet aménagement, de développer à la fois l'économie locale, très locale, micro-locale, mais aussi ensuite de Tamatave et de Tana, du fait que les entreprises vont avoir accès à de l'énergie fiable, compétitive et en quantité, et donc permettre de développer l'industrie et l'économie. D'un point de vue environnemental, il est clair qu'un aménagement comme ça va, en se substituant pour partie à une production carbonée à base de fioul, va contribuer largement à diminuer l'empreinte, je dirais, carbone de Madagascar dans son activité économique. Vous l'aurez compris, le projet de Voulbé sera un des moteurs de la croissance de Madagascar au travers à la fois de l'économie locale, mais à la fois au travers de l'alimentation, de l'économie de manière plus générale et de l'industrie en particulier. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Hubert. C'était très, très, très clair. Pour conclure cette thématique sur le point sur l'accès à l'électricité à Madagascar, on peut dire donc que l'accès reste effectivement encore très limité. Moins de 3 personnes sur 10 ont accès à l'électricité à Madagascar. Tant l'ambition est très forte. L'idée est de passer à un accès de 70% d'ici 2030, 80% en zone rurale. Il s'agit notamment donc de plus que doubler la capacité de production et passer au moins à 800 MW de capacité installée. Un des principaux axes donc, pour remédier à cela, comme les acteurs l'ont présenté tout à l'heure, c'est de donner plus de place aux partenariats public-privé. Et notamment le projet de Voulbé, qui est un projet qui est en cours, ça fait plusieurs années qu'il a été entamé et la construction est aujourd'hui en cours. Et d'ici quelques années, on pourra avoir... Oui, vous pouvez... Pardon, la construction n'est pas encore entamée, mais oui, va bientôt commencer. Et vous disiez, l'horizon pour les premiers kilowattheures, ce serait d'ici fin 2025, vous disiez? Tout à fait. Si les choses s'enchaînent la meilleure des façons, le temps de finaliser les contrats et de réaliser les travaux, les premiers kilowattheures pourraient arriver sur le réseau fin 2025, ce qui est, je dirais, encore très lointain devant l'urgence de la situation parfois que vivent les ménages ou les industriels, mais qui, j'allais dire, est le mal nécessaire pour pouvoir avoir cette énergie abondante, fiable et compétitive. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je propose donc de passer à la deuxième thématique qui porte sur l'inégalité persistante entre les villes et les zones rurales. Je me tourne donc d'abord vers l'ADER. Quelles sont pour vous les raisons de cette inégalité et quelles sont les perspectives et les enjeux pour combler cela? Ok, c'est vrai, actuellement, il y a vraiment cette inégalité entre la population rurale et dans les grandes villes surtout. Mais dans notre objectif, c'est de donner de l'électricité pour tous. Comme a dit mon collègue tout à l'heure, l'énergie, c'est un moteur pour le développement. Moi, je dirais plutôt aussi un fil conducteur qui va relier la croissance économique, l'équité sociale et le développement durable dans chaque village. Donc, sans ce fil conducteur, on ne peut rien faire. C'est pourquoi ce retard de développement dans les villages ruraux. Par ailleurs, comme on a constaté, l'orientation politique du gouvernement ou bien de tous, même avec les PPF, c'est surtout pour électrifier les zones
là où il y a beaucoup de potentiel, les zones urbaines, par exemple, qui sont plus rentables pour le secteur privé et pour la Jirama. Donc, quelquefois, on oublie le rural et c'est pourquoi la population se tourne vers des solutions qui leur plaisent afin de couvrir leurs besoins. Donc, ça, c'est un constat qu'on a remarqué de notre côté. Deuxième point, je peux passer slide suivante. Un enjeu qu'on ne peut pas éviter, c'est par rapport à l'objectif du gouvernement, c'est le prix de l'électricité socialement acceptable. Notre enjeu, c'est comment concilier le pouvoir d'achat de la population rurale qui représente 80% de la population avec un taux de pauvreté de 70%, et de notre côté, le profit des opérateurs privés qui investissent beaucoup pour développer les énergies renouvelables parce qu'on a connu que le CAPEX pour développer des systèmes énergie renouvelables, c'est plus cher, 3 fois, 4 fois plus cher que les groupes électrogènes. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on ne peut pas éviter et qu'on essaie de résoudre afin de trouver des compromis entre le rural et la population rurale et urbaine. Donc, notre solution, notre proposition, c'est toujours accélérer l'électrification du pays en se basant sur les solutions technologiques plus adaptées. C'est-à-dire que là où il n'y a pas besoin par exemple, des systèmes triphasés de force, on peut leur apporter de la lumière ou bien pour des téléphones, chaque téléphone, par exemple. Donc, c'est pour que tout le monde ait accès à l'énergie, quelle que soit leur situation. Et très important, c'est l'implication de tous les acteurs qui œuvrent dans le milieu rural. Par exemple, l'État, l'implication de l'État pour des mesures incitatives sur les taxes, pour apporter des subventions avec l'appui des bailleurs de fonds, par exemple. Tout ça, c'est pour alléger un peu les charges de consommation pour la population rurale, afin que plus tard, on aura le même traitement égalitaire sur la tarification, la qualité des services, et ça peut apporter au développement harmonieux de notre pays. Voilà notre proposition pour ça, pour un peu apporter des solutions à cette inégalité sociale, économique entre les deux zones. Merci. Merci beaucoup, c'était clair. On retiendra donc votre vision de l'énergie comme un fil conducteur qui relie croissance économique, équité sociale et développement durable. Votre constat sur le fait que beaucoup de ménages se débrouillent par eux-mêmes, encore aujourd'hui en zone rurale. Le double défi du pouvoir d'achat et de l'attractivité des projets d'électrification rurale pour les opérateurs privés. Et aussi donc le fait pour les solutions d'adopter des solutions adaptées technologiquement à chaque zone et d'avoir des appuis spécifiques. Merci pour cela, c'était très, très clair. Je me tourne maintenant vers le ministère. Nous aimerions connaître la place qu'occupe l'électrification rurale dans le plan d'émergence énergétique. Comment le ministère œuvre-t-il pour diminuer cette inégalité ? Je vais répondre tout de suite en disant on accorde une attention particulière au cas de l'électrification rurale, très spécifique avec son lot de défis. Donc, il y en a, comme M. le SE a dit tout à l'heure, il y avait donc ce double défi de l'attractivité pour les investisseurs et le pouvoir d'achat. Mais il y a aussi on va dire la dispersion des ménages qui devraient être raccordés si les investisseurs y arrivent jusqu'au fin fond du milieu rural. Donc, du côté du ministère en charge de l'énergie, on a un cadre légal, on va dire, qui se tourne spécialement, qui met l'accent
cet aspect d'électrification rurale. Il y a, comme nous constatons tous, une agence dédiée pour l'électrification rurale, donc avec son lot de le fonctionnement et puis les moyens dédiés pour la mise en marche, pour le bon fonctionnement de cette agence. Et actuellement, l'agence va être installée sur plusieurs villes, non seulement à la capitale. L'agence de l'électrification rurale a aussi un pouvoir d'autorité concédante. Donc, pour dire que c'est très important pour le ministère de faire avancer les activités, l'électrification jusqu'au fin fond du milieu rural. Et pour cela, l'ADER a ce pouvoir donc de signer, de concéder comme le ministre. Donc, jusqu'à un certain seuil. Il y a aussi donc des fonds dédiés pour cela. Le taux d'accès y est le plus bas et ça va certainement impacter le résultat national s'il n'y a rien qui bouge du côté du milieu rural. Donc, pour confirmer encore une fois que le ministère en charge de l'énergie, le gouvernement, dans la mise en marche de cette émergence énergétique, met une attention particulière à cette électrification rurale. On sait qu'il y a beaucoup de technologies actuellement qu'on peut exploiter et l'électrification rurale peut en profiter. Et on sait aussi actuellement, donc, comme le monsieur a dit tout à l'heure, il y a des appels à projets qui se succèdent et que toutes les régions auront vraiment leur part de projets pour électrifier les zones rurales. Donc, pour répondre à la question de l'électrification rurale, c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas du tout aisée, mais quand même, ça retient une bonne partie des activités du ministère, de son budget, du cadre légal et puis des moyens utilisés. Très clair, merci beaucoup. Je retiendrai notamment effectivement le constat que l'électrification rurale n'est pas une tâche aisée du tout, que parmi les spécificités qui ont été citées, vous rappelez, vous avez raison d'ajouter effectivement celle de la dispersion de la population, donc question d'enclavement, de densité faible des zones, du coup la difficulté d'aller raccorder ces personnes-là, d'aller leur donner l'accès à l'électricité. Parmi les axes que vous avez cités, le fait effectivement de renforcer l'agence dédiée, donc l'ADER, qui a effectivement donc une autorité effectivement concédante aussi. Je me tourne maintenant vers la CGHV pour avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que le projet de Voulbé aura des impacts sur les zones rurales ? Alors, de manière générale, et comme ça a été très bien dit auparavant, il est bien sûr plus aisé, et c'est vrai à Madagascar comme dans tous les pays du monde, d'électrifier les zones urbaines en regard des zones rurales, d'autant plus qu'on a un pays comme Madagascar qui est très vaste et qui a une densité de population, comme indiqué, relativement faible et une activité économique relativement faible. Et donc, le coût parmi les différentes solutions que l'on a d'électrifier des zones je veux dire, à faible densité de population et à faible activité économique pour amener de l'électricité, c'est très compliqué. Comme l'a dit Dean et aussi Mamissou, hein, aujourd'hui, on a des modèles technico-économiques qui ont été développés où on peut envisager de faire des mini-grids, des micro-grids sur ces zones-là et qui a beaucoup plus de sens que ce qui a été fait, par exemple, en Europe entre les deux guerres, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où on a électrifié les campagnes en mettant des fils électriques de partout. Bon, je crois que ce modèle-là n'est pas viable pour les pays africains, pour Madagascar en particulier.
et qu'aujourd'hui, on a justement la chance d'avoir d'autres modèles de développement, et c'est ce que fait le ministère et l'ADER. Pour ce qui est de Vouloubé, alors, je vais lancer je dirais une évidence. On ne construit pas des barrages hydroélectriques au milieu des villes. Généralement, ça se passe dans des lieux, dans des zones rurales, dans des zones un peu éloignées, loin des villes. Alors, le projet de Vouloubé a une particularité, c'est qu'on n'est pas si loin de Tamatave, mais en règle générale, on est quand même vraiment c'est des projets qui s'inscrivent vraiment dans un cadre rural. Et que même si l'objet de la CGHV, c'est de produire de l'électricité pour la Djirama, néanmoins, le projet va impacter de façon positive la région dans laquelle il va se développer. Alors, tout d'abord, en améliorant les accès. Aujourd'hui, la zone du barrage est une zone, même si on peut y accéder avec un véhicule 4x4, mais c'est une zone d'accès très difficile pour les populations. Le projet va recalibrer des routes pour que, on puisse construire le projet, bien sûr, mais que derrière, on va restituer ces moyens de communication au gouvernement, et donc les populations vont pouvoir profiter de cet accès. Ça va permettre, bien sûr, de développer économiquement des zones qui sont aujourd'hui enclavées et qui ne peuvent pas exporter leurs produits. Et Dieu sait si dans cette zone de Madagascar, le pays est riche de ressources naturelles, de café. Bientôt, ça va être la magnifique période des litchis, de la girofle. Donc, mais aujourd'hui, toutes ces productions sont consommées localement parce que impossible à exporter, même sur la RN2 ou vers Tamatave. Donc, améliorer les accès de ces zones-là. 2, le projet, en partenariat avec le ministère de l'Énergie et la Djirama, va permettre aux populations impactées par le projet d'accéder plus facilement à l'électricité. L'objet de la CGHE, c'est de ne pas distribuer gratuitement de l'électricité partout autour du barrage. Ça ne se passe pas comme ça et c'est généralement pas bon pour les populations d'avoir ça, mais en partenariat avec l'État et la Djirama, c'est de contribuer à faire en sorte que les communes impactées puissent avoir un accès à l'électricité. Je rappelle, à contrario, un mauvais exemple. Il y a 30 ans, lorsque Andékalek a été mis en service, le village situé à côté de la centrale hydroélectrique a dû attendre près de 30 ans avant d'avoir de l'électricité. Donc on veut bien sûr, nous, en tant que partenaires de l'État, pas se retrouver dans cette situation-là, mais de favoriser, au travers là aussi de plans de développement, l'accès à l'électricité au foyer et à l'économie locale autour du projet. Très bien. Donc, oui. En cela, la CGHV et le projet de Vouloubé va contribuer dans cette zone géographique activement à ce que l'électricité puisse migrer au plus près du plus grand nombre de cette zone-là, mais aussi, après, je dirais que de manière un peu plus générale, le projet Vouloubé est accompagné ou accompagne, c'est comme on veut, une ligne d'interconnexion entre les deux grandes villes du pays, Antananarivo, bien sûr, et Tamatave. L'État a pris en charge la construction de cette ligne d'interconnexion. Et cette ligne d'interconnexion va, dans le cadre de ce projet-là, comprend également des sous-stations et des projets à mettre en œuvre d'électrification rurale dans la zone de Brickaville, dans la zone de Mooramang, et va là aussi contribuer, à partir du moment où on a de l'électricité, à permettre à ces zones rurales l'accès à l'électricité. Donc, je dirais que le fait d'avoir à la fois un projet rural à permettre de faire diffuser de l'électricité dans cette zone-là, mais de manière beaucoup plus générale, et grâce à la ligne d'interconnexion que finance l'État, on va avoir aussi la possibilité, tout au long, entre Tamatave et Tana, de diffuser cette énergie. Très clair, merci beaucoup.
Je retiens en termes d'impact en zone rurale que, effectivement, même si le client principal du projet est la DIRAMA et donc plutôt les zones urbaines, il y a un réel impact quand même dans la zone rurale que constitue la zone du barrage. Donc, je retiens 30 km de Tamatave, 30 000 personnes qui se situent dans cette zone, et par l'amélioration de l'accès, notamment vous avez parlé de recalibrage des routes, on va permettre de sortir cette zone-là de son enclavement, et du coup de permettre de promouvoir le commerce notamment. Merci beaucoup à vous tous pour ces réponses sur cette thématique. Donc, en conclusion, effectivement, les défis de l'électrification rurale sont nombreux à relever, entre pouvoir d'achat des ménages, l'attractivité des projets pour les opérateurs, la densité faible, mais de nombreux axes existent quand même. Donc, avec le renforcement de l'agence dédiée dans les zones rurales, avec le principe des PPP, partenariats public-privé, avec la promotion de solutions technologiques adaptées à chaque situation, et pas forcément le fait de dupliquer des schémas qui ont été adoptés, notamment dans les pays riches. Et nous avons aussi ici donc l'exemple avec le projet Voulbé du fait qu'un PPP à dimension nationale peut aussi avoir un impact sur les zones rurales. Passons maintenant à la thématique 3 qui est sur la cuisson propre. Aujourd'hui, plus de 90% des Malagasy utilisent encore le charbon ou le bois de chauffe pour la cuisson. Je me tourne vers le ministère pour savoir comment vous prévoyez l'évolution de la situation d'ici 5 à 10 ans et comment s'attaquer à cette dépendance au bois énergie. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation, les perspectives et notamment comment vous accompagnez la population dans la transition? Merci pour la question. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je remercie vraiment l'organisateur d'avoir mis le sous-secteur bois énergie comme énergie que nous comme à discuter, donc à partager dans cette conférence. Effectivement, l'énergie n'est pas uniquement l'électricité. Donc, nous allons même jusqu'à dire que le bois énergie constitue la plus grande part de consommation d'énergie à Madagascar. On sait que plus de 90% des ménages à Madagascar dépendent du bois énergie pour la cuisson. Donc, c'est énorme et dans 5 ou 10 ans, on risque d'avoir, en tout cas, de ne pas encore être sorti de cette dépendance si on n'est pas des activités réelles, des activités effectives en tout cas. Donc, on a élaboré au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures la stratégie nationale d'approvisionnement en bois énergie. Donc, pour le moment, on est devant ce fait que la majorité des ménages en dépendent pour la cuisson. Il faut donc bien gérer les ressources disponibles. C'est pour ça que le ministère en charge de l'énergie, en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement et des forêts, qui est maintenant donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable, on a élaboré cette stratégie. Et puis, il faut donc que dès maintenant, on forme les charbonniers pour une technique meilleure, donc plus améliorée, pour avoir un meilleur rendement de carbonisation. Parce que, encore une fois, pour le moment, c'est le charbon ou le quittai. Et puis, on lance aussi les charbons verts. Donc, ce sont donc ces charbons élaborés avec des techniques vertes qui respectent l'environnement, mais aussi le recyclage des déchets en briquettes ardentes. Et aussi, il y a plusieurs techniques que en tout cas plusieurs personnes, même individus, on n'a pas besoin d'être une grande société pour en trouver sa propre briquette. On peut en voir différentes sortes, mais tout ça, c'est dans le but donc, de ménager, de préserver les ressources disponibles en biomasse actuellement.
Et on fait aussi une grande campagne de promotion des foyers améliorés. Donc, encore une fois, ça entre dans cette stratégie de bien gérer les ressources disponibles, donc d'être plus économe dans la pratique, de ne pas trop gaspiller. Donc, nous encourageons vraiment tous les ménages d'utiliser les foyers améliorés, donc qui consomment en quelque sorte moins de charbon, moins de bois de chauffe. Et actuellement aussi, donc on fait un appui et puis une promotion du reboisement à vocation énergétique cette fois-ci. Donc, préparons demain, en tout cas un futur proche où les alternatives ne seront pas encore accessibles à tous et que le charbon reste la principale source d'énergie de cuisson pour la majorité. Donc, il faut vraiment renouveler les ressources en reboisant. À moyen, long terme, on veut vraiment avoir lancer l'éthanol combustible. Donc, pour substituer l'utilisation de charbon, car en plus d'être néfaste pour l'environnement, le charbon et le bois aussi est néfaste pour la santé. Et puis, c'est pas très hygiénique. Donc, le projet éthanol combustible est mis en place pour y remédier. Donc, en plus d'être une solution efficace pour lutter contre la déforestation, ça va avoir ses impacts sur la santé, sur l'hygiène, en tout cas sur plusieurs domaines connexes de la santé, de l'hygiène et puis de l'environnement. On met aussi une attention particulière au biogaz, qui peut être alternative et puis qui utilise les déchets. Et encore aussi les gaz, l'électricité, comme on sait que ce n'est pas la majorité qui peut en avoir accès pour le moment. Donc, on fait une promotion, on met des incitations pour que leur prix ne soit pas trop cher et tout en misant plutôt sur les sources qu'on peut dire qui vont revenir moins cher pour tous les ménages. Et la pratique économe, ça va être poursuivi et il y aura des campagnes de sensibilisation, des promotions pour que la pratique soit économe même après l'utilisation des charbons. Donc, même avec le biogaz, l'électricité, l'éthanol, puis le charbon, il faut toujours être économe et efficace. Donc, en quelque sorte, c'est la topographie de la situation actuelle. Et on a les pieds sur terre. On sait que dans un futur, on va dire proche, on est obligé de trouver une alternative tout en gérant donc les ressources disponibles et en renouvelant même notre ressource. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi ce programme de reboisement et que ce sera à vocation énergétique, donc pour la cuisson. C'est très clair, merci beaucoup. Je me tourne vers l'ADER pour avoir votre avis, effectivement, sur les solutions de cuisson que vous pensez être plus pertinentes, notamment en zone rurale, et comment favoriser la transition vers ces solutions-là. C'est très difficile de répondre à ces questions-là. Quand on parle de bois énergie, nous dirons que ce n'est pas une alternative compte tenu des conséquences néfastes sur les environnements. Imaginons que le taux de croissance de la population, plus de 3% d'ici quelques années, actuellement 3%. Et depuis, le 90% des ménages utilisent le bois énergie. Donc, d'ici quelques années, Madagascar ne sera plus une île verte, mais une île rouge. Parce que tout le monde va utiliser encore et encore et encore de bois énergie.
Donc, si on donne, on va dire à toute la population rurale, c'est une alternative pour vous d'utiliser le bois énergie. Donc, c'est qu'on va encourager la population à utiliser encore ça. Mais il le faut parce que c'est une nécessité pour la cuisson et pour le bois de chauffe dans ces zones-là. Donc, s'il ne faut pas agir très vite, on risque d'avoir des problèmes plus tard pour notre génération. Il y a déjà des impacts non négligeables à partir de l'utilisation de ces bois énergie, par exemple, sur l'hydroélectricité. Il y a déjà quelques rivières qu'on ne peut plus exploiter qu'on ne peut plus exploiter parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, la centrale reste là, sans eau. Donc, comme on a prévu de prioriser l'énergie hydraulique, je ne sais pas si les turbines vont encore tourner parce qu'il n'y a plus d'eau à cause de la déforestation que Dina a mentionné tout à l'heure. Donc, il faut trouver très, très vite des solutions pour ça. C'est pourquoi nous, au niveau de la terre, on ne reste plus avec des petites puissances de 10 kW, 100 kW pour alimenter les villages en milieu ruraux, mais on va aller plus loin jusqu'à des mégawatts, comme on a fait actuellement dans la région Sava, dans la région Simon-Raven et bientôt également dans les régions Arsenal, toutes les zones là où il y a beaucoup de potentiel d'hydroélectricité. Donc, c'est pourquoi il faut aller très vite pour résoudre ce problème. Voilà en quelque sorte nos propositions. Il ne faut pas dire à la population que c'est une alternative, mais c'est à l'État de trouver des solutions plus adaptées pour que les gens utilisent ou bien utilisent moins les bois énergie. Voilà notre idée, notre vision. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Hubert, si vous aviez des choses à rajouter. Ah bon, je vais être assez rapide. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas un spécialiste de la cuisson. Je m'en excuse. Néanmoins, le projet de Voulbé, il va produire de l'électricité. Je sais que culturellement, le pas pour les populations rurales à faire pour passer d'une cuisson de leur nourriture à partir du bois ou du charbon de bois vers d'autres sources, en passant par l'éthanol ou par des réchauds électriques ou le gaz au milieu, va être très compliqué, va être très long. Si on veut y arriver, c'est par de la formation à l'école, de la formation auprès des ménages et de mettre en place ce qui est en train d'être en cours, c'est-à-dire des conditions favorables pour utiliser ces sources de cuisson ou de chauffage alternatives. Donc, il faut aider ces populations, mais il y a bien sûr un des freins culturels importants qu'il faut combattre, et ça passe par l'éducation des enfants, ça passe par des programmes d'éducation des ménages, et ça prend du temps, même si peut-être qu'on peut considérer qu'on n'a plus beaucoup de temps devant nous, mais en tous les cas, on sait que les changements culturels dans la façon de pratiquer les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Moi, j'entends encore beaucoup de gens qui me disent la nourriture n'a pas le même goût quand on cuit au charbon ou quand on cuit au gaz. Bon, avant que ces idées-là elles se transforment, on sait que ça prend du temps. En tous les cas, pour Voulbé, l'idée, c'est de pouvoir le maximum d'énergie donc renouvelable, et l'hydroélectricité est probablement dans les énergies renouvelables une qui présente le bilan carbone les plus favorables et qui a une durabilité la plus longue, de la produire dans les meilleures conditions de qualité et de coût pour que cette énergie puisse se substituer petit à petit à des cuissons traditionnelles. Voilà. Très clair. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce que je peux revenir un peu Oui, bien entendu, allez-y.
Je vais juste rebondir sur deux sujets. Deux points. Le premier, c'est comme Mamsou et ceux de la Terre a dit tout à l'heure, il ne faut pas dire que le bois énergie est une alternative. C'est vrai, on l'a pas dit, on n'a pas dit que le bois énergie est une alternative. Il faut qu'on se le dise vraiment, hein, c'est qu'on cherche des alternatives au bois énergie. Donc, les alternatives, ce sont donc les sources, l'éthanol, les briquettes, les déchets recyclés pour être réutilisés, le gaz et l'électricité. Mais le bois énergie n'est pas une alternative. C'est ce qu'on utilise actuellement. Et qu'on le veuille ou pas, en tout cas, l'année prochaine, on sera toujours à majorité utilisateur, consommateur de bois énergie. Et comme on sait tous, et c'est ça qui me conduit vers le deuxième point, cette culture qui favorise aussi la nourriture cuite avec le bois énergie. Hein, ça c'est un fait aussi. Oui, nous sommes tous, j'imagine, friands de pizza au feu de bois, en tout cas de toutes ces. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une éducation à faire, une communication, une sensibilisation à faire qui devrait accompagner cette transition vers les énergies alternatives, les sources énergétiques alternatives au bois et qui va donc nous permettre de pratiquer, même si on a ces alternatives aussi, hein, il faut toujours être pratiqué, il faut consommer avec, en tout cas de manière efficace, parce qu'on ne va pas du tout non plus gaspiller si les énergies sont accessibles et à prix abordable. Donc, tout ça, ça relève vraiment de l'éducation, de la sensibilisation, point soulevé par déchets CGHP tout à l'heure. Merci. Oui, très bien, très bien. Je vais essayer de résumer tout ce qu'on s'est dit sur cette thématique qui est essentielle et qui aurait même pu en fait faire l'objet d'une conférence à elle seule. Ce que je retiendrai notamment, c'est qu'on a dit la question de l'énergie, ce n'est pas seulement la question de l'accès à l'électricité. C'est très important de le redire, donc merci beaucoup. Que l'énergie de cuisson, et notamment en utilisant le bois énergie, c'est ce qui constitue la plus grande part de la consommation énergétique du pays aujourd'hui. Donc, pour rappel, plus de 7 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'électricité. Donc, forcément, pour la cuisson, ils ne vont pas utiliser l'électricité. Et même ceux qui ont accès à l'électricité ne l'utilisent pas. Donc, plus de 9 personnes sur 10 à Madagascar utilisent le charbon de bois et le ktaï comme source d'énergie pour la cuisson. Et pourtant, ce n'est pas une alternative, mais on cherche donc des alternatives. Donc, la situation, c'est qu'on est dans une réelle dépendance, qu'on doit avoir une vision. Pour le court terme, il faut prendre en compte le fait qu'il y a cet aspect culturel-là qui va prendre du temps et que du coup, on va rester sur une consommation de bois-énergie et que pour l'instant aussi, on a cette capacité financière pour adopter des solutions alternatives des ménages qui est très limitée. Les solutions, néanmoins, ça va être d'adopter l'offre, de faire de la formation, de la sensibilisation. On a parlé de ceux qui font le charbon, les charbonniers. On a parlé des consommateurs dès l'école. On a parlé même ici entre nous de fait de dire que ce n'est pas une alternative, le bois énergie. On a parlé de charbon élaboré par des techniques vertes, de charbon vert. Sur la vision moyen et long terme, on a parlé de promotion d'alternatives, notamment l'éthanol combustible, le biogaz à partir de déchets. Ce que on a senti dans les discussions à l'instant, c'est aussi que concilier ces deux temps, cette vision à court terme et cette vision à long terme, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on est dans une situation d'urgence. On est dans une situation d'urgence parce qu'on utilise le charbon et le bois de manière inefficace. On a une croissance démographique qui est telle en fait qu'on augmente très fortement la pression sur nos ressources. On parle toujours du fait que l'île se transforme en île rouge, on n'est plus dans une île verte, et que la disparition des forêts pose problème
aussi sur d'autres sujets, notamment comme le disait Lader tout à l'heure, la disparition des forêts fait que les zones d'eau disparaissent, des lacs disparaissent, qui peuvent même mettre à mal non seulement l'approvisionnement des ménages, mais aussi des projets électriques eux-mêmes, notamment de centrales hydroélectriques. Donc, on voit bien effectivement qu'on est dans une situation d'urgence où il faut quand même lier des visions court, moyen et long terme. Merci beaucoup pour cette thématique-là. Je propose de passer à la dernière thématique, qui est le mix énergétique à Madagascar. Donc aujourd'hui, on a dit tout à l'heure qu'on est à peu près à 50% de thermique. Le pays présente un grand potentiel en énergie renouvelable qui permettrait sa transition énergétique et donc une baisse des coûts de production. Là, je vais m'adresser particulièrement à la CGHV. L'investissement est très capitalistique. La capacité de paiement des clients cibles est une variable clé dans la rentabilité. Comment est-ce que vous gérez ce défi qui est parmi finalement qui fait partie des freins finalement dans les investissements du secteur privé dans l'énergie? Alors, quand on dit, quand on parle que l'hydroélectricité est un projet, ce sont des projets capitalistiques, il faut entendre par là que ce sont des projets qui mobilisent des montants importants pour les réaliser, d'où le terme de capitalistique, et donc une longue période de remboursement si on ne veut pas avoir des prix trop élevés pour amortir l'investissement initial. En comparaison, je dirais qu'une centrale thermique est beaucoup moins capitalistique. On peut amortir un investissement dans le thermique sur une période comprise entre 5 et 10 ans. Dans l'hydraulique, il faut au moins le double, donc une vingtaine d'années dans les meilleurs cas pour faire cet amortissement. Donc, quand on parle de capitalistique, c'est en ce sens-là, on a à investir des montants importants, des capitaux importants qui doivent s'amortir dans la durée si on ne veut pas avoir un prix de revient trop important. Alors, dans un pays comme Madagascar, pour pouvoir développer ces projets, il faut d'un côté utiliser le plus possible les institutions financières de développement qui vont permettre, de pouvoir prêter au projet des montants importants et d'étaler sur une période de 20 ans, justement, le remboursement de la dette. Seules ces institutions financières peuvent, quelque part, prendre ce risque, puisqu'elles sont là, j'allais dire pour ça, ce sont des institutions de développement, et donc, pour n'en citer quelques-unes, mais il y a bien sûr la SFI du groupe Banque mondiale, la Banque africaine de développement, Proparco AFD pour la France, FMO pour l'Angleterre. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, voilà les quelques DFIs, comme on dit, qui viennent participer à financer ces projets-là. Donc, une des clés, c'est d'essayer d'avoir des institutions qui sont capables de prendre le risque de développer sur 20 ans ce projet, des projets hydroélectriques, d'avoir au travers de ces institutions des coûts de financement les plus faibles possibles. Donc ça va permettre de diminuer le coût de revient de l'installation et de mettre en place en parallèle des garanties par l'État, par des institutions multinationales comme la Banque mondiale ou la BAD, qui vont permettre de garantir le fait que nous, l'électricité, on va la vendre à la Djirama. Aujourd'hui, on sait que Djirama, c'est une entreprise d'État qui est en cours de redressement, qui a une situation financière qui est très délicate, et que donc, il faut mettre en place des assurances pour que si, tout du moins au début, la Djirama rencontre des difficultés pour payer l'électricité qu'elle va acheter au projet, on puisse néanmoins avoir un fonds qui nous couvre et permettre de rembourser les emprunts faits. Donc, comment avoir un coût finalement de vente à la Djirama le plus faible possible? C'est d'essayer d'avoir
un coût de construction le plus optimisé possible, deux, d'avoir un coût de financement là aussi le plus ajusté possible avec des institutions spécialisées dans le domaine. Et ça, ça fait le prix qu'on doit avoir. Et c'est globalement, un projet hydroélectrique, il n'y en a pas un dans le monde qui se ressemble. Donc, en fonction de la géomorphologie, de l'hydrologie, c'est-à-dire de l'eau qui va tomber en amont du barrage, ça va nous donner la capacité de produire du projet. Et ensuite, avec les paramètres que je viens d'indiquer, c'est-à-dire le coût de financement et le coût de construction, ça va donner un tarif. On travaille avec le ministère et avec la Djerama en toute transparence là-dessus pour essayer d'optimiser ces paramètres et d'avoir pour la Djerama le coût le plus faible. Vous l'avez compris, la difficulté, c'est de donner suffisamment confiance à ces institutions de développement pour qu'elles viennent nous accompagner et financer le projet, c'est-à-dire qu'on puisse leur garantir, le plus, je veux dire, avec un maximum de chances, de pouvoir les rembourser sur l'argent qu'elles vont prêter au projet et au-delà au pays. Très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je retiendrai notamment que ce type de projet implique de nombreuses parties prenantes, que les aspects techniques, notamment financiers, sont très importants et que du coup, c'est aussi ce qui explique, ce qui peut expliquer le temps long à la fois de mise en place et aussi donc de remboursement des prêts pour retrouver la rentabilité du projet. Juste une petite digression par rapport à ce que vous dites là. Un projet hydroélectrique, il est capitalistique. On a parlé de la partie financière, mais comme vous l'avez dit, les projets hydroélectriques dans le monde de l'énergie, c'est probablement les projets les plus complexes parce qu'ils ont une interface avec la nature, avec un grand N, je vais dire, évident. Il faut donc faire beaucoup d'études pour s'assurer, des apports hydrauliques dans le barrage, parce que c'est ce qui va être, c'est le carburant, c'est le carburant qui va faire tourner les turbines et qui va faire l'énergie électrique. Deux, on fait un barrage. Il faut que le barrage, c'est une structure de sécurité publique. Il est donc indispensable de s'assurer de la meilleure standard de conception de cet aménagement. Donc, il faut faire beaucoup d'études techniques. Le projet s'inscrit ensuite dans la nature, dans un environnement avec un grand E, à la fois, bien sûr, donc je dirais, va impacter l'environnement, la faune, la flore existante, et puis va s'insérer dans un monde où il y a des gens qui vont être impactés par ce projet-là, et donc il y a un accompagnement socio-environnemental important. L'ensemble de ça fait qu'il faut faire beaucoup d'études, que c'est long, qu'il y a des montants à investir importants, et que donc pour rassurer, pour mettre en place ces financements, les prêteurs vont prendre un maximum d'assurance pour vérifier que le projet répond à toutes les questions qu'ils vont poser et qu'ils sont à même de poser pour vérifier la viabilité du projet. Très bien, merci beaucoup. Pour rappeler en fait aux participants l'importance en fait de parler de ces questions hydroélectriques, c'est que Madagascar fait partie des pays avec le plus de potentiel hydroélectrique. Donc, la transition énergétique, le passage aux énergies renouvelables à Madagascar peut se baser énormément sur l'hydroélectrique, aussi sur le solaire, bien entendu, et dans une moindre mesure sur les autres sources d'énergie, notamment l'éolien. Et donc, l'hydroélectrique est très important en termes de potentiel à Madagascar. Donc, c'est très important de comprendre effectivement quels sont les enjeux pour voir comment on va réussir effectivement à atteindre cette indépendance énergétique, cette transition énergétique. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers l'ADER. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le soutien que vous apportez aux porteurs de projets d'électrification basés sur les énergies renouvelables? Oui, puisque les énergies renouvelables sont les sujets très importants traités par le gouvernement. Donc, par exemple, au niveau de l'ADER, donc on ne traite plus de dossiers de demande pour faire des rectifications à partir des groupes électrogènes. Juste pour l'histoire, avant 2010, l'utilisation des groupes électrogènes, la production, ça atteint dans les 75% de la production totale. Et actuellement, les groupes électrogènes
unique est en dessous de 20% actuellement, parce que on développe encore des énergies renouvelables dans tous les projets que l'ADER développe. Donc, juste pour tous les participants, il ne faut pas présenter des dossiers d'électrification basés sur les groupes électrogènes, mais il faut faire au moins des mix énergétiques en utilisant plus des énergies renouvelables euh, pour les, pour les prochains projets. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour les secteurs privés? Nous, on a mis en place, le gouvernement a mis en place un fonds qui s'appelle Fonds national de l'énergie durable, juste pour financer les projets basés sur les énergies renouvelables et aussi sur l'efficacité énergétique. Donc, c'est encore au niveau du gouvernement pour ce projet. Ça, c'est pour résoudre surtout les problématiques du secteur privé à boucler le financement des projets parce que des fois, des promoteurs mettent beaucoup de temps pour boucler leur financement. Donc, ça va retarder encore les objectifs du gouvernement. Ce fonds va aider beaucoup tous les secteurs, le secteur privé et les promoteurs pour participer aux objectifs du gouvernement. Voilà en quelque sorte notre rapport par rapport à cette transition énergétique. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers le ministère. Est-ce que vous pouvez nous citer brièvement les grands projets d'énergie renouvelable à Madagascar et comment vous favorisez leur développement? Oui, effectivement, on a que des grands projets qui sont en cours actuellement. Je vais peut-être citer le projet hydroélectrique de Farante qui est en plein travaux. On est très proche de son inauguration, des premières kilowattheures. Il y a Saouf qui est Vouloubé, avec nous ici le directeur général, qui est à l'approche de en tout cas, qui a terminé quelques années de développement et qu'on va maintenant entrer dans l'étape suivante. Il y a aussi, vous savez, la centrale hydroélectrique de Manjak, qu'on a parlé dans les médias dernièrement, en décalé qu'avec l'ajout de quatrième groupe. Mais avec tout cela, en matière d'hydroélectricité, il y a l'électrification rurale. Je le mets toujours dans les grands projets parce que pour l'électrification rurale, ça coûte quand même très cher par rapport au nombre de bénéficiaires. Donc, même si c'est des questions de centaines de kilowatts à installer, c'est toujours des grands projets parce que il y a toutes sortes de défis à relever avec la capacité on va dire, moindre par rapport à l'injection au réseau, comme on fait avec Vouloubé. C'est toujours des grands projets qui exploitent toutes les technologies disponibles. Donc, il y a l'installation solaire. Nous voyons tous du côté des chefs-lieux de province, des ex-chefs-lieux de province. Il y a à Thomas, Namadzang, à Touliar, il y a déjà donc la capacité installée, donc une partie de ce qu'on doit vraiment installer à terme. L'installation solaire aussi à Batlampi, à Tirabé. Et encore une fois, en matière d'électrification rurale, des grands projets d'électrification rurale avec le solaire. Et puis, en matière de la technologie éolienne, on a les deux extrémités de l'île qui est très favorable dans le sud et dans le nord. Donc, on a 5 mégawatts chacun de projets actuellement qui vont voir le jour d'ici l'année prochaine. Il y a aussi les grands projets, ce n'est pas de l'énergie renouvelable, mais c'est du transport de l'énergie renouvelable. Le grand projet de construction de la ligne d'interconnexion ou bien de transport d'énergie
de Tuamasna vers Tananarive, donc l'énergie de Vulbe qui sera évacuée jusqu'à Tana. Et dans une étape suivante, donc de l'autre côté donc de la capitale, il y a aussi le grand projet de construction de la ligne d'interconnexion Tananarive vers Kianaratsu qui va évacuer et en tout cas distribuer aussi l'énergie de Saoufki. Du côté de Tananarive, il y a le grand projet de bouclage en 90 000 volts, c'est-à-dire interconnecter en quelque sorte plusieurs points en dehors de la ville d'Antananarive, donc pour assurer un meilleur service et pour diversifier, pour faire face à l'augmentation de la demande actuellement et du futur augmentation de la capacité installée. Donc, il faut aussi que le réseau de transport soit amélioré. Il y a aussi le projet avec la Banque mondiale qui est de boucler la ligne de transport de 63 000 volts qui est toujours au Grand Tana. Et puis, c'est dans l'objectif donc est de véhiculer, de ramener ces énergies produites, ces énergies renouvelables, jusque là où les consommateurs sont. Donc, ce sont des grands projets, entre autres, j'espère, en tout cas, c'est sûr que j'en ai oublié, mais en tout cas, je dirais aussi des activités transversales qui ne sont pas directement production d'énergie renouvelable, mais qui sont vraiment nécessaires pour que la production soit effective et pour que l'énergie arrive à terme au niveau des bénéficiaires, des utilisateurs. Ça ne sert à rien de produire de l'énergie renouvelable si ça n'arrive pas jusque chez nous, jusque si l'entreprise, l'industrie n'en bénéficie pas. Donc, il y a toutes sortes d'activités effectuées au sein du ministère de l'Énergie avec la DIRAMA, l'ADER, avec le régulateur, avec les partenaires techniques et financiers, avec les autres départements ministériels, avec le secteur privé. Donc, tout ça, ce sont des grands projets qui vont contribuer à chacun leur part pour avoir l'impact voulu, le résultat de l'accès, de l'augmentation du taux d'accès à l'électricité. Très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure cette thématique et passer aux questions-réponses. Anne, vous permettez là? Oui, juste pour compléter un peu ce que Jean vient de parler tout à l'heure, c'est par rapport au projet électrification rurale. Depuis 2015, nous avions lancé des appels à projets à l'échelle régionale. Donc, on a lancé les appels à projets 1, 2, 3, 4 et bientôt 5. L'appel à projet numéro 1, c'est dans le Sava, avec des potentiels énormes de quelques 10 mégawatts pour l'électrification rurale. Avec le projet à Rochamango, le projet à Sofia. Ce sont des grands projets hydroélectricité pour desservir les milieux ruraux. Il y a le projet, appel à projet numéro 2, c'est pour tout ce qui est solaire dans le sud, à Simondé en particulier. Là, actuellement, c'est en bonne voie. On espère que d'ici 2 ans, à Simondé sera couvert d'électricité. Il y a l'appel à projet numéro 3 également en cours d'évaluation. Ça concerne la région Haute-Matière. L'appel à projet numéro 4, c'est aussi un grand projet qu'on développe actuellement avec l'appui de l'Union européenne, de l'AFD, et pour la région Ménaté, Androuille et Anoussi. Donc, ça va couvrir une grande partie de l'île. Bientôt, d'ici quelques jours, on va lancer l'appel à projet numéro 5. Ça va concerner la région du Bouin pour vous dire que l'électrification avance à grands pas avec l'appui de tout le monde, le secteur privé, le secteur public, les bailleurs du pont et tout le monde. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Pour résumer un petit peu cette thématique,
les projets pour assurer la transition énergétique du pays vers les énergies renouvelables sont nombreux. Certains à court terme, d'autres à plus long terme, la plupart de taille modeste, mais aussi certains projets qui sont de grande taille. Il y a eu le rappel tout à l'heure donc que l'approche est souvent locale et régionale selon la taille des projets. Notamment là, on vient de citer les différents appels d'offres qui se sont faits par région. Donc le taux d'accès aussi s'améliorera en fait localement ou régionalement. Et on a rappelé aussi que l'importance n'est pas seulement de créer de l'offre, donc de la capacité installée, mais aussi bien sûr de distribuer cette électricité. Donc, je propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette conférence, qui est sur les questions-réponses. Sauf si vous aviez des choses à ajouter, mais je propose on peut les intégrer en fait avec vos réponses. Du coup, si je prends la première question, il y a une question sur un projet de barrage hydroélectrique en milieu rural qui pourrait profiter à plus de 600 000 personnes. Nous sommes aujourd'hui à vouloir financer une étude APD pour ce projet. Quels sont les relais disponibles ou envisageables, à votre sens, public-privé, pour nous aider à avancer sur ce projet? Je dirais que le plus simple serait d'approcher l'ADER directement et de discuter selon les spécificités du projet. Je ne sais pas qu'est-ce que Voilà. vous en dites. C'est bien. Très bien. Très bien. Ensuite, il y a une question. Qu'est-ce que l'ADER et le ministère font concrètement vis-à-vis des communes? En d'autres termes, si la commune X veut avoir son réseau électrique, que doit-elle faire? Quelles sont les conditions requises pour que l'État adhère, apporte son soutien? Dine ou moi? Allez-y, comme vous souhaitez. Non, en fait, notre objectif, c'est d'électrifier toutes Allez-y, les communes rurales. Oui, oui, notre objectif, c'est d'électrifier toutes les communes rurales, et pas les communes rurales, mais aussi les Fukutane qui se trouvent dans la commune. Donc, pour être éligible, donc, il faut remplir les conditions selon les textes en vigueur. Moi, je vous propose de contacter également l'ADER pour avoir plus de détails sur les procédures à suivre. Si vous êtes un opérateur ou bien un représentant de la commune. Néanmoins, l'année prochaine, donc, on va essayer de digitaliser toutes ces activités. Donc, on peut consulter partout dans l'Internet, tout ça, les procédures à suivre concernant tout ce qui demande d'électrification ou bien appui de l'ADER pour développer ce projet. Très bien, merci. Il y a une question sur la DIRAMA, donc je pense là pour le ministère. Quelle organisation, stratégie pour permettre à la DIRAMA de mettre en œuvre un réseau de distribution efficient? Je pense que c'est une question qui recoupe beaucoup de questions et je vous laisse y répondre. Je vais répondre en premier. Je vais peut-être prendre la parole, la contribution de l'électrification rurale dans le développement du pays. D'accord. Ça, je pense que c'est sûr que si seulement les milieux urbains seront électrifiés, on fera en faisant la moyenne, ce sera toujours la non-électrification de la partie rurale qui est majoritaire va attirer tous nos résultats vers le bas. Donc, je pense que la vraie contribution, c'est sûr qu'elle contribue. Et puis, le milieu rural, tout comme urbain, et c'est peuplé par des populations qui travaillent, des populations
l'électrification des industries, c'est le même. Donc, on ne peut pas dire que les milieux urbains se développent et les milieux ruraux restent dans leur état. En tout cas, dans le noir, ce n'est pas vraiment un développement. Du coup, il faut absolument que l'électrification rurale soit faite urbaine. Les principaux freins limites du projet Voulbé. Je ne dirais pas qu'il y a actuellement des freins ou des limites, c'est que l'étape qu'on doit passer, il faut les passer. On sait qu'en matière d'hydroélectricité et de grandes installations comme Voulbé, ça ne se fait pas en un an. Il y a toutes sortes d'études à faire. Et puis, ça nécessite mobilisation de gros moyens humains, matériels, financiers et technologiques qu'on ne peut pas avoir en un mois ou 2 mois ou même une année. Même la petite centrale hydroélectrique, il faut 12 mois pour faire une étude de la disponibilité de l'eau dans cette rivière. Et imaginons Voulbé qui est à 90 mégawatts, qui est au fin fond d'une forêt de l'Est. Il n'y a pas de route pour s'y rendre, donc même la construction de route, ça va déjà prendre du temps. Donc, si ça peut satisfaire la personne qui a posé la question, le frein, les limites, donc c'est vraiment la taille du projet. Et puis, ce n'est pas vraiment, nous, de notre côté, on ne le dit pas vraiment une limite parce que c'est tout à fait le contraire, c'est une opportunité, mais qu'il faut tout simplement donner le temps à toutes ces études pour la sécurité et des riverains du projet et de nous qui allons utiliser l'énergie après. Je ne sais pas si Freddy de CGHP a quelque chose à ajouter, mais en tout cas, c'est ce que je peux répondre à chaud là tout de suite. Oui, bien sûr, hein, les limites les limites ou les freins des grands projets, ben, c'est les inconvénients de l'avantage, c'est-à-dire qu'un gros projet nécessite un temps de développement qui est plus important que des petits projets. Néanmoins, l'avantage, c'est que ça va résoudre dans la durée les problématiques posées par le secteur électrique, qu'aujourd'hui a le secteur électrique de Madagascar, à la fois au travers de son off-taker, la Tchirama, mais aussi dans toute la chaîne jusqu'au consommateur final. Pour ça, il faut du temps pour mettre en place ces éléments-là. Il ne faut pas se décourager pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Voilà. Mais ensuite, c'est une fois qu'on les a mis en place, et on le voit, c'est, je dirais, que entre guillemets, beaucoup d'avantages. On ne va pas dire qu'il n'y a que des avantages, il y a forcément des petits inconvénients, mais il y a énormément d'avantages d'avoir une source renouvelable, pilotable, contrairement à l'éolien ou au solaire, qui va permettre de suivre et d'avoir une qualité de courant en fréquence, en tension sur le réseau. Je propose de passer à la série de questions sur la cuisson propre. On a une remarque qui dit vous évoquez de bonnes alternatives, mais elles ne sont pas non plus très propres. Alors, comment gérer les effets néfastes des énergies renouvelables? Comment aussi inciter les ménages à arrêter le charbon et à utiliser des énergies de cuisson plus propres, étant donné leur capacité financière? Il y a une question sur l'échéance du déploiement de l'éthanol combustible et une question sur les moyens de mise en œuvre par le gouvernement d'aide pour les entreprises sociales qui mettent à disposition des solutions de cuisson propre. Et donc, cette question-là porte notamment sur l'exonération de taxes, par exemple, ou autres subventions. La question de cuisson propre, en tout cas, l'intérêt des participants sur la question marque vraiment et confirme le fait que c'est l'énergie le plus utilisée à Madagascar. Et ça touche vraiment tout le monde, même les gens qui ont les moyens d'utiliser du gaz ou de l'électricité. Ils vont toujours mettre le charbon à côté, on va dire, pas d'appoint, mais de temps en temps, plus que l'électricité et le gaz qu'ils ont à disposition. La première question, donc, c'est que comment inciter les gens à aller vers la cuisson propre?
Ça, c'est une très bonne question. On a peut-être déjà évoqué une des solutions. Sûrement, vous en avez aussi la solution et nous sommes preneurs aussi. N'hésitez pas aussi de partager des solutions, non seulement des questions dans le chat. Dans le chat, en tout cas. Nous, donc, on a déjà dit la sensibilisation, l'éducation et peut-être en mettant à disposition les énergies alternatives. Donc là, le gouvernement actuel mise sur l'éthanol et la bioénergie. Donc tout ça, tous sont des énergies renouvelables qui ne sont pas certes 100% propres, comme vous dites, mais c'est moins polluant de loin que des charbons et du bois de chauffe. Et encore une fois, par le fait que le charbon et les bois de chauffe sont très polluants, c'est aussi néfaste pour la santé. C'est pas pour la gestion du temps, c'est pas la meilleure façon. En tout cas, l'hygiène non plus, c'est pas très respecté avec les charbons et les tailles. Et donc, la sensibilisation et la mise à disposition, les mesures incitatives sont comme on dit, du côté fiscal, mais il y a aussi des mesures, et sur l'éthanol, là, il y en a déjà. Les foyers, les réchauds à éthanol sont subventionnés. Donc, si vous voyez le prix de ces réchauds actuellement, sachez que c'est déjà subventionné. S'il n'y a pas de la subvention dedans, c'est encore plus cher que ce qu'on voit actuellement. Il y a quand même des efforts à faire, mais je parle, il y a au sein du ministère toute une direction qui s'occupe de l'éthanol. Et nous savons tous aussi qu'au niveau de la présidence de la République, la première dame a pris l'éthanol comme une mission prioritaire et c'est justement pour offrir cette ressource renouvelable, cette source renouvelable à la disposition de tous. Au niveau du ministère, j'ai dit donc qu'on a une direction qui s'en occupe, mais il y a aussi d'autres ministères qui s'engagent, qui a pris l'éthanol comme activité prépondérante dans son ministère, le ministère en charge de l'industrie, et puis le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'agriculture, le ministère du commerce donc, et de l'industrie. En tout cas, c'est vraiment un programme national, un programme gouvernemental dont le lead est assuré par la primature elle-même. Donc, pour dire que les efforts sont déployés pour avoir le meilleur résultat le plus tôt possible. Quoi d'autre comme question dans les cuissons je pense que... Il y avait une question sur l'échéance pour l'éthanol combustible. Vous avez un peu répondu que c'est une priorité quand même. Oui, ça c'est... Et puis c'est une priorité jusqu'au plus haut lieu des dirigeants de l'État. Donc, on espère pouvoir... Et déjà, ça commence à se voir. Hein. On a déjà des contacts à chaque fois que le ministère de l'Énergie a l'occasion d'ouvrir ses portes ou bien de s'exhiber lors des salons ou des événements où il y a des publics qui sont appelés. Nous faisons appel à ces producteurs, à ces développeurs de foyers, de cuisson avec des énergies alternatives au bois et au charbon, et pour leur permettre de vendre, de mettre leurs produits auprès des ménages. Et il y a toute une gamme, une série, une différentielle de prix aussi pour que chacun puisse avoir les sources qui sont à portée des moyens de chaque ménage. Mais encore une fois, c'est un objectif prioritaire pour le gouvernement. Et dans un futur proche, on aura des résultats. Ça commence à être diffusé. Il y a un participant qui propose donc une solution suite à votre suggestion. Pour inciter les gens à utiliser l'énergie verte, pourquoi ne pas mettre une sorte de prime à la conversion? Est-ce que c'est quelque chose, un type d'initiative que vous avez déjà vu? Est-ce que ça peut être un projet? Est-ce qu'il y a des types de financement que vous pouviez mobiliser au niveau du ministère pour ce type d'initiative? En
tout cas, le financement, ça va de soi avec tout programme qu'on met en place. Donc, pour le moment-là, je ne peux pas dire exactement combien commence ce financement, mais je peux confirmer que le programme existe bel et bien. Et tout programme qui se veut être réaliste, met à côté les moyens pour les réaliser. Et c'est le cas actuellement. Merci pour la proposition. La prime à la conversion, oui, on a déjà commencé, on a déjà essayé de faire ça et on va le continuer. L'appellation n'est pas certainement la même, mais le résultat attendu est qu'il y a une facilité pour ceux qui vont utiliser la nouvelle alternative au bois énergie. Donc, oui, on va encore retenir et puis appuyer, aller encore plus loin dans cette incitation. Et ça, c'est vraiment très efficace parce que ça touche directement l'utilisateur. On a déjà fait ça avec l'éthanol où on a donné le foyer à quelques ménages. On a fait des études. On a fait ça au tout début du côté de Brickaville où il y avait une distillerie qui a été mise en place. Et c'est ça. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a pu trouver. On a eu de bons résultats et qu'on va continuer. Merci pour la suggestion. Merci. Je propose de répondre à la dernière question. Vous laissez effectivement compléter. La dernière question, c'est à votre avis, dans quel domaine les entrepreneurs doivent-ils orienter leurs activités afin d'aider et de contribuer à l'atteinte de l'ODD 7 à Madagascar? Quel projet, quelle stratégie, etc. Je pense que cette conférence a permis de montrer en fait que l'atteinte de cette ODD, elle doit se faire par plusieurs axes en fait, et que les activités peuvent être nombreuses, que ce soit sur l'électrification des zones rurales, la pré-électrification des zones rurales, parce qu'on n'a pas beaucoup fait la différence, c'est-à-dire apporter des solutions d'éclairage, etc. Que ce soit, là on a parlé de très très gros projets, les plus gros projets qui existent comme les centrales hydroélectriques qui fournissent plusieurs centaines de mégawatts. Il y a de très nombreuses activités, de très nombreux modèles économiques. Ça peut même faire d'ailleurs l'objet d'une future conférence. Donc, c'est pour, j'en profite en fait pour vous dire qu'on va vous envoyer un compte-rendu de cette conférence avec un formulaire où vous pourrez proposer en fait d'autres sujets pour d'autres conférences sur le thème de l'énergie ou de manière générale sur le développement durable. Je dirais, pour répondre plus spécifiquement à la question, qu'il faut prendre en compte la zone d'implantation que vous souhaitez, le potentiel de cette zone, le potentiel environnemental. Donc, par exemple, est-ce que c'est propice pour un projet éolien, solaire, hydroélectrique, etc. Le potentiel social et économique. Quand je dis potentiel, c'est aussi les freins. Il faut prendre en compte les compétences que vous avez en tant que porteur de projet et les ressources aussi. Donc, en fonction de ça, en fait, vous avez une équation où vous pourrez au moins réduire, on va dire, en entonnoir, avoir une idée en fait de différents types d'activités vers lesquelles vous pourrez vous orienter, mais il y en a vraiment beaucoup. Même sur la cuisson propre, on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc voilà, je ne sais pas si vous vouliez compléter. J'en profite pour remercier tous les panélistes. Merci beaucoup de votre présence, de nous avoir accordé du temps. Est-ce que vous aviez quelques mots à rajouter ? Peut-être de mon côté, juste un point, parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le sujet, de dire finalement, dans le secteur de l'énergie, comment favoriser je dirais, la progression de ce secteur. Je crois que c'est un mixte et c'est une collaboration, un partenariat entre le public d'un côté et le privé. Le privé, pour que le privé puisse venir investir sur des projets, quelle que soit la taille du projet, il lui faut de la stabilité, je dirais, institutionnelle. Il faut que le cadre institutionnel, le cadre administratif soit le plus stable possible dans la durée, qu'il soit le plus clair possible, donner de la vision aux investisseurs, c'est très important. Si on a un cadre
qui n'arrêtent pas de changer, ça ne donne pas confiance et les investisseurs vont aller choisir d'autres pays où on a un cadre institutionnel plus marqué, plus stable. C'est bien sûr de la stabilité sociale. Un pays qui socialement est stable va attirer plus facilement les investisseurs, je dirais social et politique. Et c'est vrai que Madagascar a beaucoup progressé ces dernières années en proposant aux investisseurs un cadre qui s'est apaisé par rapport aux années précédentes. Ensuite, je dirais qu'il faut que l'État donne sa vision stratégique aux investisseurs sur un secteur donné. C'est globalement ce que fait le ministère de l'Énergie. C'est donner cette vision stratégique pour savoir où on va, comment on y va. Et dans ce cadre-là, le privé, et justement dans un cadre défini de partenariat public-privé, va pouvoir s'investir dans le pays. C'est à ces conditions-là que les projets, petits ou grands, vont pouvoir se développer. Alors, plus le projet est petit, moins il va y avoir d'exigences par rapport à ce que je viens de dire. Plus le projet est gros, plus il va y avoir de contraintes liées à ces éléments de stabilité, de vision stratégique, éviter de changer de cap. Ce qui fait mal à un projet, à des investisseurs, c'est quand les choses changent. Moins ça change, mieux c'est pour le projet, pour les investisseurs et au final pour le projet. Un projet qui n'arrête pas de changer, c'est un projet qui n'est plus optimisé et qui va être plus cher que ce qu'il était prévu initialement. Et donc qui ne contribue pas comme il était prévu, je dirais, au bien de l'État dans le cadre du partenariat. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres ajouts, je vais clôturer cette conférence. Donc, je remercie de nouveau, en fait, alors à la fois tous les panélistes et puis tous les participants. Merci beaucoup, merci d'avoir contribué avec vos questions, vos suggestions. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons vous envoyer prochainement un compte-rendu de cette conférence avec un formulaire où vous pouvez nous évaluer aussi et nous donner des suggestions. Donc, restez à l'affût de nos réseaux sociaux parce que nous organisons de manière régulière des conférences sur les sujets du développement durable. Merci beaucoup à tous et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.